bonjour à tous, chers amis voyageurs de la nuit. Soyez les bienvenus sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à partir en voyage avec moi, puisque je vous emmène dans des crimes d'amour, les crimes d'amour du Marquis de Sade, dont Alka a commencé la lecture il y a de cela quelques nuits, et j'ai repris la suite. Alors on est passé par des histoires complètement tordues, de passion, d'amour, d'inceste complètement sulfureux, d'assassinat également. Et nous venons de commencer cette nouvelle qui s'intitule d'Orgeville, où ce jeune homme qui n'a pas du tout les attraits physiques, on pourrait dire de lui que c'est un bel homme, a d'autres comment dirais-je, d'autres qualités, et il est bienveillant envers tout le monde, et il a rencontré une jeune femme qui vient d'accoucher d'un enfant, et il essaye en tout cas de raccommoder les relations avec ses parents qui l'ont dénigrée puisqu'elle est tombée enceinte d'un homme qui ne lui était pas destiné, et cette pauvre femme s'est retrouvée en face de d'Orgeville, et il lui promet de pouvoir faire quelque chose. Nous sommes arrêtés à ce moment où, justement, d'Orgeville est quand même, malgré tout, reçu de manière assez correcte chez ses parents. Et nous allons écouter la suite, puisque, visiblement, les parents ne sont pas prêts du tout à pardonner à leur fille, mais peut-être que d'Orgeville va réussir à les convaincre. Eh bien, je vous propose de poursuivre ce voyage, et surtout restez bien branchés sur D8. On se retrouve à la fin de cette émission. Ma femme et moi, nous sommes irrévocablement décidés, monsieur, dit le mari, à ne jamais revoir une créature qui nous a déshonorés. Elle peut devenir ce que bon lui semble, et nous l'abandonnons à la destinée du ciel en espérant de sa justice qui nous vengera bientôt d'une telle fille. d'Orgeville réfuta ce projet barbare par tout ce qu'il put employer de plus pathétique et de plus éloquent, et ne pouvant convaincre l'esprit de ces gens-là, il essaya d'attaquer leur cœur. Mais même résistance. Cependant, Cécile ne fut accusée par ses parents cruels d'aucun autre tort que ceux dont elle s'était même elle-même avouée et coupable, et elle se trouva que dans tous les récits qu'elle avait faits étaient absolument conformes aux accusations de ses juges. d'Orgeville a beau représenter qu'une faiblesse n'est pas un crime, et que sans la mort du séducteur de Cécile, un mariage eût tout réparé et rien ne réussit, et notre négociateur se retire assez peu satisfait. On veut le retenir à dîner, il remercie et fait sentir en s'en allant que la cause de ce refus ne doit pas se trouver que dans ceux qui l'éprouvent lui-même. On ne le presse point, et il sort. Saint-Saurin attendait d'Orgeville au sortir du château. « Eh bien, monsieur, lui dit ce domestique, avec tout l'air de l'intérêt, n'avais-je pas raison de croire que vos peines seraient infructueuses? Vous ne connaissez pas ce que vous venez d'avoir à faire. Ce sont des cœurs de bronze. Jamais l'humanité ne fut entendue d'eux. Et sans mon respectueux attachement pour cette chère personne qui est Cécile, à laquelle vous voulez bien servir de protecteur et d'ami, il y a longtemps que je les aurais quittés moi-même. Et je vous avoue, monsieur, poursuivit ce garçon, qu'en perdant aujourd'hui, comme je le fais, l'espoir de jamais consacrer davantage mes services à mademoiselle Dupérier, je ne vais plus m'occuper que de me placer ailleurs. » d'Orgeville, calme, ce fier et fidèle domestique, il lui conseille de ne point quitter ses maîtres, et l'assure qu'il peut être tranquille du sort de la jeune Cécile, que du moment qu'elle est assez malheureuse pour être abandonnée aussi cruellement par sa famille, il prétend à jamais lui tenir lieu de père. Saint-Saurin, en pleurant, embrasse les genoux d'Orgeville. Il lui demande en même temps la permission de lui donner la réponse à la lettre qu'il a reçue de Cécile. d'Orgeville s'en charge avec plaisir, et elle revient auprès de son intéressante protégée, qui ne le console pas pour autant qu'il l'aurait voulu. « Hélas, monsieur, dit Cécile, quand elle apprend la dureté de sa famille,
Je devais m'y attendre et je ne pardonne point, étant sûre de ses procédés comme je devais l'être, de ne pas avoir épargné une visite aussi désagréable et à ces mots furent accompagnés d'un torrent de larmes que le bienfaisant d'Orgeville essuya en protestant à Cécile qu'il ne l'abandonnerait jamais. Cependant, au bout de quelques jours, notre intéressante aventurière se trouva remise et d'Orgeville lui proposa de venir achever de se rétablir dans sa maison. « Et monsieur, répondit Cécile avec douceur, suis-je en état de résister à vos offres et ne dois-je pourtant pas rougir de les accepter? Vous avez déjà fait assez pour moi, beaucoup trop même, mais captivée par les liens de ma reconnaissance, je ne me ferai à rien de ce qui doit les multiplier et me les rendre en même temps plus chers. » On se rendit chez d'Orgeville. Un peu avant d'être au château, mademoiselle Duperrier témoigna à son bienfaiteur qu'elle désirait n'être pas publiquement dans l'asile qu'on voulait bien lui donner. Et quoiqu'il eût près de 15 lieues de chez son père, ce n'était pourtant point assez pour qu'elle n'eût pas à craindre d'être reconnue. Et ne devait-elle pas appréhender les effets du pressentiment d'une famille assez cruelle pour la punir avec autant de sévérité, d'une faute grave? Elle en convenait, mais qu'on devait prévenir avant qu'elle arrivât, bien plus tôt que de la châtier aussi durement quand il n'était plus temps de l'empêcher. Et d'ailleurs, pour lui-même, d'Orgeville serait-il bien aise d'afficher aux yeux de toute province qui voulait bien prendre un intérêt aussi particulier à une malheureuse fille proscrite par ses parents et déshonorée dans l'opinion publique. L'honnêteté de d'Orgeville ne lui permet pas de s'arrêter à cette seconde, mais la première le décida. Et il promit à Cécile qu'elle serait chez lui comme elle l'exigerait et qu'il la ferait passer dans l'intérieur pour une sorte de ses cousines et qu'elle ne verrait pas au dehors le peu de personnes qu'elle désirait. Cécile alors le remercia à nouveau et l'on arriva. Il est temps de le dire, d'Orgeville n'avait pas vu Cécile sans une sorte d'intérêt mêlé d'un sentiment qui lui avait été inconnu jusqu'alors. Une âme comme la sienne ne devait se rendre à l'amour qu'amolli par la sensibilité ou préparé par la bienfaisance. Toutes les qualités que d'Orgeville voulait dans une femme se rencontraient dans mademoiselle Duperrier. Et ces circonstances bizarres, auxquelles il voulait devoir le cœur de celle qu'il épouserait, s'y trouvaient également, et il avait toujours dit qu'il désirait que la femme à laquelle il donnerait sa main fût en quelque façon liée à lui par la reconnaissance et qu'il aspirait à ne la tenir ainsi que de ce sentiment-là. N'était-ce pas ce qui lui arrivait ici? Et dans ce cas où le mouvement de l'âme de Cécile ne se trouverait pas très éloigné des siens, devait-il, avec sa manière de voir balancée, à lui offrir de la consoler avec les nœuds de l'hymen des torts impardonnables de l'amour? L'espoir d'une chose très délicate et supérieusement faite pour l'âme d'Orgeville se présentait encore. En réparant l'honneur de mademoiselle Duperrier, n'était-il pas clair qu'il raccommoderait avec ses parents, et ne devait-il pas délicieux pour lui rendre à la fois à une femme malheureuse et l'honneur qui lui ravissait la plus barbare des préjugés et la tendresse d'une famille qui lui enlevait également la cruauté la plus inouïe? Tout plein d'idées, d'Orgeville demande à mademoiselle Duperrier si elle désapprouve qu'il fasse une seconde tentative chez ses parents. Mais Cécile l'en dissuade. Elle se garde bien de lui conseiller. Elle essaie même de lui en faire sentir l'inutilité, en le laissant néanmoins le maître de faire sur ce point tout ce qu'il désira. Et elle finit par dire à d'Orgeville que sans doute elle commence à lui devenir en charge, puisqu'il désire avec tant d'ardeur de la rendre au sein d'une famille dont il voit bien qu'elle est abhorrée. D'Orgeville, très content d'une réponse qui lui préparait les moyens de s'ouvrir, assure sa protégée que s'il désire une réconciliation avec ses parents, c'est uniquement pour elle
et pour le public. Lui, n'ayant besoin de rien pour animer l'intérêt qu'elle inspire, ou tout au plus l'espoir que les soins qu'il lui rend ne lui déplairont pas. Mademoiselle Dupérier répond à cette galanterie en laissant tomber sur son ami des yeux languissants et tendres qui prouvent un peu plus de la reconnaissance. D'Orgeville n'en comprend que trop l'expression irrésolue à tout pour rendre à la fin l'honneur et le repos de sa protégée. 2 mois après sa première visite chez les parents de Cécile, il décide à en faire une seconde et à leur déclarer enfin ses légitimes intentions, ne doutant pas d'un tel procédé de sa part ne les détermine sur le champ à rouvrir leur maison, leurs bras à celle qui se trouve assez heureuse pour réparer aussi bien la faute qui les a contraints à les éloigner d'eux, trop durement d'une fille qu'ils doivent chérir au fond de leur âme. Cécile ne charge point cette fois d'Orgeville d'une lettre pour Saint-Surin. Ainsi, elle l'avait fait lors de sa première visite. Peut-être en saurons-nous bientôt la cause et d'Orgeville n'en adresse pas moins à ce valet pour être introduit de nouveau chez M. Dupérier. Saint-Surin le reçoit avec les plus grandes marques de respect et de plaisir et il lui demande des nouvelles de Cécile avec les plus vifs témoignages d'intérêt et de vénération. Et dès qu'il apprit les motifs de la seconde visite d'Orgeville, il loue infiniment un aussi noble procédé, mais il déclare en même temps qu'il est presque sûr que cette démarche n'aura pas un meilleur succès que l'autre. Et rien ne décourage d'Orgeville. Il entre chez Dupérier et lui dit que sa fille est chez lui, qu'il en prend le plus grand soin et qu'il la croit entièrement revenue de ses erreurs, qu'elle ne s'est pas un instant démentie dans ses remords et qu'une pareille conduite lui paraît mériter enfin quelque indulgence. Tout ce qu'il dit est écouté du père et de la mère avec la plus grande attention. Et à un moment, d'Orgeville croit avoir réussi, mais au flegme étonnant avec lequel on lui répond, et il n'est pas longtemps à se convaincre qu'il traite avec des âmes, mais des âmes de fer, avec des espèces d'animaux, enfin, bien plus semblables à des bêtes féroces qu'à des créatures humaines. Confondu d'un tel endurcissement, d'Orgeville demande à monsieur et madame Dupérier s'ils ont quelque autre motif de plainte ou de haine contre leur fille, lui paraissant inconcevable pour une faute de cette nature. Il se décide à un tel excès de rigueur vis-à-vis d'une créature douce et honnête et qui rachète ses torts par une foule de vertus. Et Dupérier prend ici la parole. Écoutez, je ne vous détournerai point, monsieur, des bontés que vous avez pour celle que je nommais autrefois ma fille et qui s'est rendue indigne de ce nom. Et de quelque cruauté qui vous plaise de m'accuser, je ne la porterai pourtant point jusque-là. Nous ne lui connaissons d'autre tort que celui de son inconduite avec un mauvais sujet. Elle n'aurait jamais dû regarder et cette faute est assez grave à nos yeux pour qu'après s'en être souillée, nous la condamnions à nous revoir à la vie. Cécile, dans les commencements de son ivresse, fut avertie des suites plus d'une fois par nous, et nous lui prédîmes tout ce qui lui est arrivé. Mais rien ne l'arrêta. Elle méprisait nos conseils, elle a méconnu nos ordres. En un mot, elle s'est jetée volontairement dans le précipice, quoique vous ne lui montrassions sans cesse entrouvert sous ses pas, et une fille qui aime ses parents ne se conduit pas ainsi. Tant qu'étayée par le subordonneur à qui il doit sa chute, elle a cru pouvoir nous braver. Elle a fait insolemment, et il est bon qu'elle se sente à présent ses torts. Il est juste que nous refusions nos secours, qu'elle a méprisés lorsqu'elle en avait besoin. Mais Cécile a fait une sottise, monsieur, et il en fera bientôt une seconde. L'éclat a lieu. Nos amis, nos parents
savent qu'elle a fui la maison paternelle, honteuse de l'état où elle est réduite à ses travers, et restons-en. Ne nous obligez point à rouvrir notre sein à une créature sans âme, sans conduite, qui ne rentrerait que pour nous préparer à de nouvelles douleurs. Affreux système, s'écria d'Orgeville, piqué par tant de résistance. Maxime bien dangereuse que celle qui punisse une fille dont le seul tort est d'avoir été sensible. Mais tels sont les abus dangereux qui deviennent la cause par tant de meurtres épouvantables. Cruels parents, cessez d'imaginer qu'une malheureuse femme est déshonorée pour avoir été séduite. Elle fut devenue moins criminelle, avec moins de sagesse ou de religion, mais ne la punissez pas d'avoir respecté la vertu dans le sein même du délire par une stupide inconséquence, et ne forcez point les infamies de celles qui n'ont d'autre tort que d'avoir suivi la nature. Voilà comme l'imbécile contradiction de nos usages, en faisant dépendre l'honneur, la plus excusable des fautes, entraîne au plus grand crime celle pour qui la honte est un poids plus affreux que le remords. Et voilà, dans ce cas, ainsi que dans 1000 autres cas, on profère des atrocités qui servent de voile à des erreurs indéguisables, que des fautes légères n'impriment aucune flétrissure au coupable, et que pour ensevelir ces minuties, ceux qui les ont permises ne les plongeront plus dans les abîmes des maux. Préjugés apparents, où donc est la famille pour une pauvre fille qui, trop livrée au sentiment le plus naturel, doublé de son existence par l'excès de sensibilité? Mais de quel forfait est-elle coupable? Ou en cela cet tort effrayant de son âme ou de son esprit? Ne sentira-t-on jamais que la seconde faute n'est qu'une suite de la première, qui est elle-même ne saurait en être une? Impardonnable contradiction. On élève ce malheureux sexe dans tout ce qui peut décider sa chute, et on le flétrit tant qu'elle est faite. Père barbare, ne refusez pas à vos filles l'objet qui l'intéresse par un égoïsme atroce, et ne les rendez pas éternellement victimes à votre avarice ou à votre ambition. Et c'est dans leur penchant sous vos lois, ne voyant que, en vous, des amis, elles leur garderont bien de commettre les fautes ou les contraignent de vos refus. Elles ne sont donc coupables par vous. Vous seuls imprimez sur leur front le sceau fatal. Elles ont écouté la nature, et vous la violez. Elles ont fléché sous les lois, et vous les étouffez dans vos âmes. Vous seuls, vous, mériteriez le déshonneur ou la peine, puisque vous êtes cause du mal qu'elles font, et qu'elles n'eussent jamais vaincu sans vos cruautés les sentiments de pudeur et de décence que le ciel imprima en elles. Eh bien, poursuivit d'Orgeville, avec plus de chaleur encore, eh bien, monsieur, puisque vous ne voulez pas réparer l'honneur de votre fille, j'en prendrai donc moi-même le soin. Et dès que vous avez la barbarie de ne plus voir qu'une étrangère dans Sicile, je vous déclare, moi, que j'y vois une épouse. Je prends sur moi la somme de ces torts, quelle qu'elle ait été, et j'en avoue pas moins pour ma femme, à la face de toute la province, et plus honnête que vous, monsieur. Quoiqu'après la manière dont vous vous conduisez, votre consentement me devint inutile, je veux bien encore vous le demander. Puis-je être sûre de l'obtenir? Du Perrier confondu, ne put s'empêcher de fixer ici d'Orgeville avec des marques d'une étonnante surprise. Quoi? Monsieur, lui dit-il, un galant homme comme vous s'expose volontairement à tous les dangers d'une telle alliance? Oui, monsieur, à tous. Les torts de votre fille, avant qu'elle ne me connût, ne peuvent raisonnablement m'alarmer. Il n'y a qu'un homme injuste ou des préjugés atroces qui puisse se regarder comme vile ou comme coupable une fille pour avoir aimé un autre homme avant qu'elle ne connût son mari.
cette manière de penser à sa source, dans un impardonnable orgueil qui, non content de maîtriser ce qu'il a, voudrait enchaîner ce qu'il possédait encore et encore. Mais non, monsieur. Ces absurdités révoltantes n'ont aucun empire sur moi, et j'ai bien plus de confiance en la vertu d'une fille qui a connu le mal et qui s'en repent, qu'en celle d'une femme qui n'a jamais rien à se reprocher avant ses nœuds. L'une connaît l'abîme et l'autre l'évite. Il soupçonne des fleurs et s'y jette, et encore une fois, monsieur, je n'attends que votre aveu. Cet aveu n'est plus en notre pouvoir, reprit fermement Dupérier. En renonçant à notre autorité sur Cécile, en la maudissant, en la désavouant, comme nous l'avons fait, et comme nous continuons de faire encore, nous ne pouvons conserver la faculté d'en disposer. Elle est pour nous une étrangère que le hasard a placée dans vos mains, qui devient libre par son âge, par ses démarches et par notre abandon, de laquelle, en un mot, monsieur, il vous devient permis de faire tout ce que bon vous semblera. Et quoi, monsieur? Vous ne pardonnez pas à madame de Dorgeville les torts de mademoiselle Dupérier? Nous pardonnons à madame d'Orgeville le libertinage de Cécile, mais celle qui porte l'un et l'autre nom, ayant trop grièvement manqué à sa famille, quel que soit celui qu'elle prenne pour se présenter à ses parents, ne sera plus reçue de sous l'un ou sous l'autre. Observez-vous, monsieur, que c'est moi que vous insultez ici, en ce moment même, et que votre conduite devient ridicule à côté de la décence de la mienne? Mais c'est parce que je le sens, monsieur, que j'imagine que ce que nous avons de mieux à faire est de nous séparer. Soyez tant qu'il vous plaira l'époux d'une catin. Nous n'avons aucun droit pour vous en empêcher, mais ne vous imaginez pas en avoir non plus qui puisse nous contraindre à recevoir cette femme dans notre maison, quand elle l'a remplie de deuil, d'amertume, et quand elle l'a souillée d'infamie. Dorgeville, furieux, se lève et part, sans dire un seul mot. J'aurais écrasé cet homme féroce, dit-il à Saint-Surin, qui lui présenta son cheval, et si l'humanité ne me retenait, et si je n'épousais pas demain sa fille? Vous l'épousez, monsieur? Dit Saint-Surin, surpris. Oui, je veux réparer son honneur. Je veux demain consoler l'infortune. Oh, monsieur, mais quelle action généreuse! Vous allez confondre la cruauté de ces gens. Ici, vous allez rendre le jour à la plus infortunée des filles, quoique la plus vertueuse. Vous allez vous couvrir d'une gloire immortelle aux yeux de toute la province. Et Dorgeville s'échappe au galop. De retour auprès de sa protégée, il lui raconte avec les plus grands détails l'affreuse réception qu'il a eue et l'assure que, sans elle, il aurait assurément fait repentir Dupérier dans son indécente conduite. Cécile le remercie. Remercié de sa prudence, mais quand Dorgeville reprend la parole, il apprend qu'il est malgré tout décidé à l'épouser le lendemain. Et un trouble involontaire saisit la jeune fille. Elle veut parler. Les mots expirent sur ses lèvres. Elle veut cacher son embarras et elle l'augmente. Moi, dit-elle, avec un inexprimable désordre, moi, devenir votre épouse. Ah, mais monsieur, à quel point vous vous sacrifiez pour une pauvre fille, si peu digne de vous monter pour elle. Mais vous êtes digne, mademoiselle, vous êtes digne, reprit Dorgeville vivement. Une faute trop cruellement punie par la manière dont on vous a traité, et plus encore par vos remords, une faute qui ne peut avoir de suite puisque celui qui l'a fait commettre n'existe plus. Une faute enfin qui ne sert qu'à mûrir votre esprit
et à vous donner cette fatale expérience de la vie que l'on n'acquiert jamais qu'à ses dépens. Une telle faute, dis-je, ne vous dégrade nullement à mes yeux. Et si vous ne me croyez fait pour la réparer, je m'offre à vous, mademoiselle, ma main, ma maison, ma fortune. Tout ce que je possède est à votre service. Oh, mais monsieur, pardonnez-moi si l'excès de ma confusion m'en empêche. Devais-je m'attendre à tant de bonté de votre part après les procédés de mes parents et comment voulez-vous que je puisse me croire capable d'en pouvoir profiter? Bien éloigné de la rigueur de vos parents, je ne juge pas d'une légèreté comme d'un crime. Et cette erreur qui vous coûte des larmes, eh bien je l'efface en vous donnant ma main. Mademoiselle Dupérier tombe aux genoux de son bienfaiteur. Les expressions paraissent manquer aux sentiments dont l'âme est pleine. Et au travers de ceux qu'elle doit, elle sait mêler l'amour avec tant d'adresse. Elle enchaîne en un mot si bien l'homme qu'elle croit avoir tant d'intérêt à captiver qu'avant 8 jours, le mariage se célèbre. Elle devint Madame d'Orgeville. Cependant, la nouvelle mariée ne quitte point encore sa retraite. Elle fait entendre à son époux que, n'étant point incommodée avec sa famille, la décence l'oblige de n'avoir que très peu de monde. Sa santé lui sert de prétexte et d'Orgeville se borne à son intérieur et à quelques-uns de ses voisins. Pendant ce temps, la droite Cécile fait tout ce qu'elle peut pour persuader à son mari de quitter le Poitou. Elle lui représente que, dans l'état des choses, ils ne pourront jamais y être l'un et l'autre avec le plus grand désagrément et qu'il serait bien plus décent pour eux d'aller s'établir dans quelques provinces éloignées de celles où son épouse de d'Orgeville a reçu de toutes parts tant de désagréments et d'outrages. D'Orgeville goûte assez ce projet. Il avait même écrit à un ami qui demeurait auprès d'Amiens de lui chercher dans ses environs une campagne où il put aller finir ses jours avec une jeune personne aimable qu'il venait d'épouser et qui, brouillée avec ses parents, ne trouvait en Poitou que des chagrins qui la contraignaient à s'en éloigner. On attendait la réponse à ces négociations lorsque Saint-Surin arrive au château. Avant que d'oser se présenter à son ancienne maîtresse, il fait demander à d'Orgeville la permission de le saluer. On le reçoit avec satisfaction. Saint-Surin dit que la chaleur avec laquelle il a pris les intérêts de Cécile lui a fait perdre sa place. Il vient réclamer ses bontés et prendre congé avant d'aller chercher fortune ailleurs. Vous ne communiquerez point, dit d'Orgeville, ému de la compassion et ne voyant dans cet homme qu'une emplette d'autant plus agréable à faire qu'elle plairait certainement à sa femme. Non. Vous nous quitterez point, dit d'Orgeville, formant aussitôt cet événement un sujet flatteur de surprise pour celle qu'il adore et n'entre chez Cécile qu'en lui présentant Saint-Surin au premier domestique de sa maison. Madame d'Orgeville, touchée jusqu'aux larmes, embrasse son époux, le remercie 100 fois de cette singulière attention et témoigne devant lui, à son valier, combien elle est sensible à l'attachement qu'il a toujours conservé pour elle. Et c'est déjà la fin de ce voyage au bout de la nuit, mais nous aurons le plaisir de nous retrouver à travers le petit écran de nos ordinateurs, puisque vous pouvez rester connectés avec vos lecteurs et vos lectrices préférées. En l'occurrence, ma page est à votre disposition, là, tout de suite, maintenant, Marie-Lise d'Octobre officielle, et bien évidemment la page de voyage au bout de la nuit. N'oubliez pas le hashtag VBN pour communiquer également avec nous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle nuit, une douce matinée.